Coucou. Hello. Alors on se retrouve aujourd'hui en Iran, dans un parc de Shiraz, pour te faire notre bilan des 6 mois de voyage. On va parler d'hygiène, on va parler de sécurité, on va parler de budget, de rencontres, du quotidien dans ce mode de vie qu'on a adopté depuis maintenant 6 mois. Et donc voilà, c'est parti. On commence avec l'hygiène au quotidien. Donc nous on utilise la douchette du 4x4 pour prendre notre douche. Donc on a un tuyau qu'on peut brancher sur notre cuve, il y a une pompe et tout. Et c'est relié au circuit de refroidissement d'eau du véhicule. Donc ça, grâce à ça on a de l'eau chaude. Quand on roule, ça chauffe en fait le circuit d'eau. En hiver c'était trop cool d'avoir de l'eau chaude, de l'eau bien chaude. Pour se cacher et se protéger du vent, on a une tente de douche, ça s'appelle une tente girafe, on a trouvé ça chez Decathlon et c'est trop bien, ça se déplie en 2 secondes, ça se replie hyper vite aussi et franchement c'est génial. Et pour ce qui est des réserves d'eau, on a un réservoir de 60 litres et depuis qu'il fait beau, on a augmenté évidemment notre consommation d'eau et on remplit à peu près le réservoir tous les 5-6 jours, donc on consomme entre 10 et 12 litres d'eau par jour pour faire la vaisselle et prendre notre douche. Après, ce qu'on peut dire, c'est que cet hiver, c'était pas facile de se laver dehors, il faut le dire. On est descendu jusqu'à -15. On était obligé de vider la cuve d'eau pour pas faire geler les tuyaux. Impossible de prendre la douche avec la douchette. On a souvent utilisé cet hiver la méthode la plus simple. C'était la lingette. Il y a des fois, on s'est pas lavé, faut le dire, parce qu'il faisait trop froid, il y avait trop de vent, enfin bref. Et des fois, on s'est réservé des chambres d'hôtel ou des chambres d'hôtes pour pouvoir justement bénéficier d'une bonne douche parce qu'on ne pouvait plus le faire avec le 4x4. Aussi, ce que je peux dire, c'est que pour ma part, pour les shampoings, c'était compliqué cet hiver également. Toujours pour la même raison, il fallait faire des économies d'eau. Moi, j'utilise beaucoup d'eau pour me laver les cheveux. Ça séchait pas vu qu'il faisait trop froid dehors. Une des méthodes que j'ai beaucoup utilisées cet hiver, c'est le shampoing sec. Ça m'a sauvé la vie plein de fois et ça me permettait d'avoir un semblant de cheveux propres. Pour faire la lessive, alors nous on avait acheté un sac de 35 litres étanche chez Decathlon. On a utilisé quand il faisait pas très beau, c'était plutôt pratique. On pouvait le secouer avec de l'eau et de la lessive à l'intérieur. Maintenant on fait plutôt le linge dans la bassine et comme il fait chaud, c'est trop cool parce que peu importe où on est, on n'a pas forcément besoin d'un arbre. On a notre pneu de secours qu'on peut utiliser comme étendoir à linge. On le met un peu loin, un peu en hauteur sur une petite butte. On tend une corde. Et comme ça, le linge ici, il sèche en une demi-heure, 3/4 d'heure, donc c'est plutôt confortable. L'hiver, ça a été très compliqué. On a eu des fois, on a commencé à faire le linge et quand on l'avait fini, il s'est mis à pleuvoir. Puis manque de soleil, manque de chaleur, donc c'était très long à sécher. Par contre, on n'a pas fait de lavage en laverie automatique. Enfin, on l'a fait une fois, mais ça nous a coûté super cher et c'était pas sec et pas tout. Donc, très efficace. Mais globalement, on met régulièrement quand même les mêmes vêtements, faut le dire. On change pas de tenue tous les jours. C'est possible que des fois on mette un jean une semaine non-stop. Et du coup, nous, les machines, c'est tous les 2-3 semaines. Donc c'est pas ultra contraignant. Mais quand on se met à faire une lessive, on lave tout à la main. On a un gros sac de linge sale et c'est vrai que ça prend facile 2-3 heures. Et aussi, petit conseil, si tu prépares tes affaires pour partir sur un grand voyage comme nous, on te conseille de partir avec pas forcément les vêtements que tu trouves les plus beaux, les plus stylés, mais prends les vêtements les plus confortables, les moins salissants, ceux qui se froissent le moins, parce que tu verras en voyage, tu feras toujours au plus simple. Et le confort et le côté pratique, c'est au-dessus de tout. Et nous, c'est pas forcément ce qu'on a fait. On a peut-être pas acheté ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vêtements en lin et aujourd'hui en Iran quand il fait 44 degrés, on le sent, les vêtements nous collent, on a chaud, c'est pas agréable. Et ensuite les petits trucs de filles au niveau des règles, j'utilise des culottes menstruelles déjà avant le voyage et j'ai continué en voyage et franchement c'est trop bien, pas besoin de se prendre la tête à trouver des protections hygiéniques dans les magasins à l'autre bout du monde. C'est écologique, c'est économique et c'est très pratique au quotidien. Je voulais aussi parler de l'épilation. C'est un sujet qui me stressait avant de partir en voyage. Et le conseil que je voudrais donner aujourd'hui, c'est décomplexe-toi parce que tu verras en fait, en tout cas pour ma part, c'est vraiment devenu un truc secondaire. Tant pis si l'épilation elle est pas parfaite, c'est pas grave parce qu'en fait on est là pour voyager, on est là pour découvrir des cultures. On n'est pas là pour se regarder et on s'en fiche. Et c'est pas ton apparence qui va compter, c'est plutôt ce que tu vas avoir à offrir avec le cœur et avec ta culture. Donc maintenant l'alimentation, c'est un sujet très important pour nous parce qu'on adore manger. Pour commencer, on va te dire que le beau fromage français nous manque. Et donc on a trop hâte qu'un de nos proches ou un de nos amis vienne nous rendre visite en voyage. Et on lui dira de prendre une énorme valise pour mettre un max de fromage et et de produits français qui nous manquent.
Mais à côté de ça, on est trop content de découvrir plein de nouvelles saveurs, de découvrir la richesse culinaire des pays qu'on visite. On fait quelques restos. En Turquie, on en a fait beaucoup parce que les prix étaient vraiment pas chers. On faisait des restos à 3 € pour tous les deux. Ouais. Pour faire les courses, ça a été très simple partout. Le seul pays où c'était un peu compliqué, c'est la Géorgie. Il y avait quelques grandes surfaces, mais il manquait beaucoup de produits. Et on avait du mal à trouver des produits variés. Mais ce qui est génial, c'est que depuis la Turquie, on voit plein de petits marchés en bordure de route, super bons, fruits et légumes de saison. Et en fait, tu apprends après à plus choisir tes légumes comme tu le ferais, enfin comme nous en tout cas on le faisait en France, c'est-à-dire c'est une belle tomate rouge et ronde et donc c'est celle-ci que je vais prendre. Et donc on n'a jamais eu des fruits aussi moches, par exemple en Iran, ils n'ont jamais été aussi sucrés, délicieux. Voilà, et aussi ce qui est trop bien avec le système des petits marchés, c'est que c'est pas cher, souvent c'est local. Donc ça, on te le conseille à fond. On a eu du mal au début à se détacher du système des grandes surfaces, comme on a l'habitude en France, où on trouve tout au même endroit. Bon bah là, faut faire plusieurs magasins des fois pour faire la totalité de nos courses. Et ça nous permet de rencontrer de plus en plus de gens et effectivement se détacher des grandes surfaces pour faire vivre un petit peu la petite économie, les petits artisans, les petits maraîchers. Depuis qu'on a quitté l'Italie plus précisément, les habitants nous déconseillent de boire l'eau du robinet, donc on achète beaucoup de bouteilles en plastique. C'est quelque chose qui ne nous convient pas au quotidien. On n'a pas la place dans le 4x4 d'avoir un gros filtre à eau, style un gros filtre Berquet, et c'est beaucoup de déchets. Donc si tu as des solutions, peut-être des conseils à nous donner, on est preneurs. Des astuces qui ne prennent pas beaucoup de place et qui pourraient nous permettre de limiter cette consommation de bouteilles en plastique, ça serait cool. Par exemple, quand on achète des fruits et des légumes, ils nous emballent chaque fruit, chaque légume dans un sac plastique. Et même si on revient avec nos propres sacs, qu'on leur dit non, mettez pas de sac plastique et tout, ils comprennent pas parce que ça fait pas partie de leur habitude. Ça donne des situations gênantes. Ou parfois même on peut s'agacer avec le commerçant parce qu'il ne comprend pas pourquoi on ne veut pas de son sac plastique. Pourquoi on ne prend pas son sac plastique. Le conseil, ce serait de partir avec un maximum de sacs à vrac, de sacs en tissu, de sacs réutilisables. Mais tu verras que même si tu as ça, c'est parfois très compliqué de leur expliquer que c'est ton sac que tu veux utiliser et pas le sac plastique qu'ils vont te donner, quoi. Sinon, pour faire la cuisine au quotidien, on a 2 réchauds. On a un réchaud à essence Coleman, donc on utilise avec de l'essence sans plomb qu'on trouve à la station-service. Ça, c'est hyper pratique, pas besoin de s'embêter avec des bouteilles de gaz qui sont parfois difficiles à recharger quand on n'est pas dans son pays. Il a fonctionné pendant 6 mois parfaitement bien et au bout de 6 mois, bim, un jour on veut l'allumer, ça marche plus. Donc on l'a complètement démonté, nettoyé et il est reparti pour 6 mois j'espère. Donc on a utilisé le tuto des Mariole Trotter qui est super bien fait et merci à eux, notre réchaud a ressuscité. Et sinon, on utilise... Le Jetboil, c'est un petit récipient qui lui marche avec des petites bouteilles de gaz qui ne consomment pas du tout beaucoup de gaz parce qu'il est très efficace, il peut faire bouillir 1 litre d'eau en 1 minute 30 et c'est un truc que j'avais acheté pour les treks et les randos que je conseille vraiment d'acheter pour ça spécifiquement et c'est vrai qu'on s'en sert pour faire le chai, pour faire bouillir de l'eau ou pour faire cuire des pâtes chinoises quand les conditions météo sont terribles et qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire à manger. D'ailleurs en parlant de pâtes chinoises, nous ça nous sauve, on a toujours une réserve soit de pâtes chinoises, soit de petits snacks, de trucs facile à sortir, rapide à préparer parce que on vit dehors mais quand il pleut c'est compliqué. Après ce qui a changé sur notre alimentation c'est les heures des repas. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout réglé sur le repas du matin avant d'aller au boulot, à midi il faut aller manger et à 19h on mange, non pas du tout. Du coup jusqu'à des fois 15-16h on n'a pas du tout faim, on fait du montage, on fait des visites et en fait on apprend à écouter notre corps et c'est régulièrement on fait que 2 repas par jour. Ce qui est génial dans le 4x4 c'est qu'on a un frigo aussi. Un petit frigo comme ça qui nous permet de mettre plein de nourriture. Alors franchement avant le départ on s'était dit peut-être on part pas avec, ce sera pas utile parce qu'il prend de la place. Et puis finalement on est bien content de l'avoir. Ça nous permet d'être autonome pendant plusieurs jours en nourriture. Ça nous évite de faire des courses tout le temps. Maintenant qu'on est dans les pays chauds, ça nous permet d'avoir de l'eau fraîche en continu. Et c'est un frigo qui fait 40 litres. Donc la santé, comme tu le sais si tu as regardé les autres vidéos, on a chopé le Covid dans la dernière semaine en Turquie. Sinon on a prévu avant de partir d'aller voir notre médecin traitant et de lui demander, voilà, si vous pouviez nous conseiller tous les médicaments qui vous semblent indispensables pour ce type de voyage, dites-nous. Et il nous a fait une liste de au moins une vingtaine de médicaments, donc pour les maux de tête, les problèmes urinaires, les maux de ventre,
On a même des antibiotiques. On a aussi une bonne trousse de secours, ça c'est trop important, avec des compresses. Prenez plein de compresses. Des compresses, du désinfectant, des pansements, des pinces à épiler pour retirer les échardes et tout. Mais sinon, on n'a pas eu mis à part ça, mis à part le Covid, on n'a pas eu de maladies, de grosses maladies. C'est surtout ce mode de vie qui entraîne pas mal de stress, de pression. Tous les jours, on doit s'adapter, faire face à des événements imprévus, des émotions fortes. Qui sont à la fois fatigantes et qui vont créer des tensions énormes dans le corps. On comprenait pas trop ce que ça voulait dire avant, mais là on le sent. Le matin, quand on se réveille, on est courbaturé alors qu'on fait pas du tout de sport. Et je pense que c'est tous ces petits stress mis bout à bout, comme tu vas voir là en Iran, on a eu des sacrées pannes. On a eu beaucoup de stress, il y a le moteur qui a fumé, mais tu découvriras, on t'en dit pas plus. Et ouais, ça nous entraîne des problèmes de peau, ça peut nous entraîner des maux de ventre, des dérèglements, même des cycles de règles pour les femmes. Donc, mais bon, ça fait partie du voyage, mais on s'était pas imaginé avant de partir que ça puisse être aussi énergivore, aussi fatigant. Après, je pense qu'il y a quand même une erreur que on fait depuis 6 mois, c'est qu'on n'est pas encore complètement détaché de notre ancien mode de vie dans les grandes villes. On veut tout voir, tout faire, tout visiter dans les villes, et du coup c'est vrai que c'est ça qui crée aussi de la fatigue, et quand il y a beaucoup de fatigue, le stress vient, je pense, plus facilement avec les émotions. Donc il va falloir qu'on ralentisse, et on sait que ça c'est quelque chose qu'on pourrait te conseiller, parce que sinon tu vas vite être épuisé. Là ça fait 6 mois, je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais même les gens qui nous connaissent pas, ils nous disent mais il faut dormir. On peut croire que le voyage est un long fleuve tranquille. En fait tout dépend de ton rythme. Il faut savoir faire des choix, on pourra pas tout voir. Ouais, et puis surtout si t'es fatigué, tu profites pas pleinement d'un moment, alors que si t'es en pleine forme, t'es beaucoup plus alerte quand t'as une rencontre. Je pense que c'est important de prendre le temps pour profiter de chaque moment complètement. Quoi. Et pourquoi pas aussi, si tu peux, prendre le temps de faire du sport, un petit yoga, des étirements, quelque chose qui va venir te détendre au quotidien. Quand on le faisait, en tout cas, ça faisait vraiment un bien fou. On saluait le soleil quand il était là, parce que bon, il était pas souvent là. Il faut qu'on reprenne ça. Donc la sécurité, c'est un gros sujet quand on part en véhicule aménagé. C'est vrai que quand on a annoncé à nos familles qu'on partait en tour du monde, tout de suite, c'est les premières questions qui arrivent. Donc nous, la règle qu'on s'est fixée, c'est d'essayer de changer de spot où dormir tous les jours. Alors après, il y a des voyageurs qui restent toute la semaine, mois, au même endroit sans aucun problème. Si tu arrives sur un spot et que tu le sens pas, franchement, change, tant pis, il fait nuit, machin, t'es fatigué, mais change, fais vraiment confiance à ton instinct, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis en voyage, ton instinct de toute façon va se développer, tu verras. On fait tout le temps appel à nos ressentis, à notre instinct. Ne pas hésiter à demander l'avis des locaux. Si tu arrives sur un spot et qu'il y a des locaux, tu demandes si c'est safe, si c'est tranquille. Peut-être qu'eux, ils auront un meilleur spot à te conseiller. Ne pas hésiter non plus à regarder sur les applications dédiées, Park4Night et iOverlander. Ça permet de trouver tout un tas de lieux, dont les spots pour dormir, avec des photos, avec des avis. Puis après, en parlant de spots de dos, on peut aussi parler de spots quand on va visiter une grande ville. Où maintenant, on va se garer quasiment au cœur de la ville, mais dans des parkings payants, surveillés. On préfère vraiment payer et être serein sur le fait qu'on va retrouver notre véhicule en bon état. Ouais, parce qu'en fait, on s'est fait cambrioler en Italie et ça nous a traumatisés, faut le dire. On y pense encore au quotidien. Donc maintenant, quand on gare le véhicule, un minimum de choses en évidence, un maximum de choses avec nous, surtout les choses de valeur. Aussi, on a toujours nos affaires importantes sur nous. Donc, moi, j'ai cette petite banane qui vient de chez Decathlon, qui se porte comme ça à la taille sous les vêtements. C'est assez discret. Et dedans, il y a les passeports, il y a les papiers de la voiture, il y a la deuxième clé du véhicule. Il y a des sous. L'argent la disperse entre nos sacs à dos et nous deux. Avant de partir, on a fait toutes les photocopies de nos papiers importants qu'on a envoyés par mail aux proches et tout. C'est sur tous les disques durs. En fait, on a peut-être 5 copies différentes et ça, on te conseille de le faire. Tous tes documents médicaux, administratifs, d'identité, donne-en à tes proches, prends-en sur des disques durs. Comme ça, en cas de coup dur, tu as au moins ces documents pour rentrer chez toi, quoi, parce que sinon, je pense que c'est un enfer. Sinon, sentiment d'insécurité, on n'en a pas trop en vrai au quotidien, on se sent plutôt en sécurité. Ouais. Les gens sont hyper bienveillants, souvent les locaux, ils vont venir te voir, ils vont te dire où aller, là où c'est le mieux. Ils vont te donner leur numéro de téléphone aussi en cas de problème, tu sais que tu peux les joindre et ça nous a déjà servi. Et sinon, c'est plus sécurité routière. Plus on s'éloigne de la France, plus il faut oublier les règles de conduite françaises. Et le pays qu'on a le moins aimé, c'est la Géorgie.
Vraiment, on a eu peur pour notre vie. Enfin, même en le sachant à l'avance, on ne pensait pas que ça serait aussi catastrophique. C'est vraiment très dangereux. Ne pas hésiter avant de partir dans un pays à regarder sur internet aussi, par exemple, les limitations de vitesse, les règles particulières de conduite dans certains pays, parce que on a déjà été dans des pays où en fait t'as pas de panneau de limitation et on est là, faut rouler à combien ? Tu sais pas, il y a des radars et même il y a beaucoup de voitures de police qui surveillent et tu sais pas combien tu dois rouler. Ouais. Internet en voyage, c'est une question qui revient aussi souvent et c'est un sujet qui est important. Et nous on est parti avec le forfait free, on en avait tous les deux un, c'était 20 € par mois. Ça marchait dans plus de 100 destinations il me semble. Et on pensait avoir fait une bonne affaire, mais en fait c'est arrivé plusieurs fois qu'on se fasse piéger en Albanie il me semble. On a fait je crois 80 € de hors forfait. Ouais, ou même en Géorgie, à un moment on s'est approché trop proche de la frontière de l'Azerbaïdjan et tout de suite voilà, 60 € de hors forfait. Donc c'est pas pour ça qu'on conseille pas, on conseille pas parce que en Turquie, en Iran, en Géorgie, les forfaits sont parfois 10 fois moins chers. Avec des cartes prépayées. En Iran, là, on paye 25 gigas pour 1,50 €. On te conseille vraiment de te renseigner sur les forfaits locaux. Pour nous, le forfait free ne vaut pas le coup. Tu feras des économies si tu prends dans chaque pays des forfaits différents. Maintenant, la question qui vient, c'est comment tu vas garder ton numéro. C'est là où Free est plutôt pas mal. Il y a un forfait à 2 € que nous, on a pris tous les deux. Et comme ça, on conserve notre numéro de téléphone. Ouais, parce que en fait, c'est hyper important pour tes applications de banque. Enfin, il y a plein de comptes maintenant qui sont sécurisés avec ton numéro de téléphone. Ouais, c'est important de le garder. Et ensuite, pour ce qui est Wi-Fi, donc jusqu'en Turquie, on allait dans des McDo ou dans des cafés pour avoir le Wi-Fi gratuit. On travaillait sur les vidéos, on a besoin de beaucoup de data, donc c'est ce qu'on utilisait. Même parfois sans consommer, il n'y avait vraiment pas de souci. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les cartes prépayées et ça tournait plutôt pas mal. On a aussi trouvé dans les stations-service, sur les parkings d'hôtels. Si tu as un budget serré et que tu voyages avec ton compagnon, enfin que vous voyagez à plusieurs, la bonne astuce aussi c'est de prendre une carte SIM et après de faire des partages de connexion entre tout le monde. Ouais. Et aussi, petit conseil, si tu utilises fréquemment les réseaux Wi-Fi, ça peut être intéressant pour toi d'avoir un VPN. Ça permet de sécuriser ton adresse IP, ça évite de te faire pirater. Voilà. Donc le budget en voyage, on va essayer de pas trop développer aujourd'hui parce qu'on a prévu de faire une vidéo plus précise à ce sujet. Ça nous paraît important parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de détails, que tu puisses te rendre compte au maximum de ce que tu vas pouvoir dépenser. En gros, pour te donner une ordre d'idée, par mois, on s'est fixé de ne pas dépasser 1200 €. Je pense que c'est bien de te fixer un budget à ne pas dépasser pour faire durer ton voyage dans le temps. Et nous, ça nous aide beaucoup, ça nous met parfois la pression. Il faut savoir que ces 1200 €, ils sont pas simples à tenir. Quand tu as des pannes, ça peut coûter très vite 500, 600 €. Le gros conseil sur le budget, c'est vraiment de te donner une limite. Et les 1200 € sont tenables. Nous, aujourd'hui, on est à 1276 € par mois, en moyenne, sur 6 mois. Et en Europe, ça nous a coûté très cher parce qu'on avait 400 € de carburant. Ouais. Voilà, nos plus gros postes de dépenses actuellement, c'est la nourriture et le carburant. Sauf en Iran parce que le diesel est à 1 centime. On fait même des pleins gratuits ici. Désolé. Mais ouais. On sait que c'est pas facile en France pour Donc, ça. en tout cas, sache que le voyage, c'est pas réservé au gros budget, que tout le monde peut partir en voyage, quel que soit son budget. Simplement, ton voyage sera pas pareil. Soit tu partiras en sac à dos, en vélo, en stop, ou alors en véhicule. Il y a des gens qui partent avec des bus énormes, des camions énormes. Enfin, vraiment, il y a de tout. Ça coûte pas 4000 € par mois. Ça coûte pas si cher que ça. Ça coûte pas du tout 4000 € par mois. Nous, on a pris une voiture, donc c'est quand même des frais conséquents. Mais on a vu une Orléanaise qui a voyagé pendant 8 ans en autostop, ça lui a coûté 20 000 €. Et vraiment, si tu as envie de se lancer dans ce projet fou, renseigne-toi et vas-y, fonce, tout est possible. Notre quotidien en 4x4. On voulait un 4x4 pour avoir une liberté absolue, pour faire des pistes incroyables dans des pays magnifiques. Et c'est vrai que des fois en van ou en camping-car, tu peux être limité. Mais par contre, ce que tu as en plus, effectivement, c'est le confort. Nous, en 4x4, ça nous arrive d'être bloqué à l'avant de la voiture parce qu'on ne peut pas travailler à l'arrière. On est à l'avant comme ça pendant des heures, c'est très inconfortable. Quand il pleut, le mauvais temps. Parfois on se demande pourquoi on a pris cette voiture, on peut la détester à un point quand il pleut pendant 2 jours, mais quand on est sur des pistes comme on t'a montré en Géorgie, comme on t'a montré aussi en Turquie, c'est que du plaisir, on est trop heureux d'avoir fait ce choix. Maintenant qu'il commence à faire beau, on vit dehors, on sait pourquoi on a choisi ça et on ne regrette pas du tout. Ça a été difficile pendant l'hiver, mais on est vraiment heureux de voyager avec ce 4x4.
Ce que ça nous apporte aussi en plus, c'est que dans les villes, on est un peu plus discret, même si c'est vrai que la tronche de notre 4x4, de toute façon, ça se voit tout de suite, mais on va se dire qu'on se gare plus facilement, qu'on est moins encombrant, que c'est plus facile pour circuler. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, l'avantage qu'on a par rapport à un gros van ou un gros camping-car. Même si on laisse beaucoup de confort de côté. Il y en a une qui a souvent pleuré d'ailleurs, Ouais, dans la team. On dira pas qui. Mais c'est vrai que quand il y a du vent, par exemple, notre tente, on est obligé de la replier et de dormir en bas et on dort vraiment dans 1 mètre cube, donc on est serré. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on t'expliquera quand on fera la présentation du véhicule. En tout cas, c'est vrai que si tu as une tente de toit sur ton véhicule, ça peut être bien de penser à un mode alternatif pour dormir ailleurs dans ton véhicule, parce qu'il y a des endroits où il faudra que tu te fasses discret, ou alors la météo t'empêchera de dormir dans ta tente. Et en fait, on s'en sert limite plus que la tente de toit. À un moment donné, on n'a pas déplié la tente pendant, je crois, 2 mois et demi, 3 mois. Sinon, au quotidien, les petites choses auxquelles on doit penser, c'est remplir la cuve d'eau, par exemple. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais maintenant on est rodé et on trouve facilement de l'eau. Notamment dans les stations-service, maintenant quand on fait le plein de diesel, on regarde s'il y a un robinet et on fait le plein d'eau en même temps. Le conseil qu'on peut te donner, et voilà, on n'y avait pas pensé avant de partir, c'est d'avoir une prise voleuse. C'est quelque chose que tu vas venir mettre sur ton tuyau d'eau et qui va pouvoir s'adapter sur n'importe quel tuyau, robinet. Ouais. On a eu des galères comme ça au début en Italie, on n'en avait pas. Ouais, et du coup on devait tenir le tuyau avec les mains, dans ça tous les sens. On avait l'air de 2 pécores, pas du tout équipés. Sinon, ce qui nous prend beaucoup de temps au quotidien aussi, c'est de trouver les spots de dos. Parfois on termine de nuit, parfois on arrive sur un spot et en fait il ne nous convient pas, donc on change. Peut-être fait un peu différemment de nous, essaye d'anticiper un petit peu, mais c'est pas toujours facile. Ouais, c'est pas évident. De trouver un spot avant la nuit. En Italie c'était impossible, il faisait nuit à 16h30 parfois, donc bon là c'était mort. Mais c'est vrai que des fois ici on finit nuit alors qu'il fait nuit à 21h, donc c'est pas normal. C'est juste qu'on pousse à vouloir toujours faire plein de choses dans la journée. Mais après la nuit, tu galères à trouver un endroit plat. Mais on te conseille ça parce qu'on sait que c'est la galère. Et aussi, ce que je trouve important de dire, c'est que vu qu'on a le 4x4, ce qui nous permet d'aller dans la nature, en haut de la montagne et tout, on est souvent dans des spots trop cool. Après, dans ce mode de vie, il y a un truc qui a changé, c'est la notion du temps. On a vraiment eu cette sensation que le temps s'écoulait les 3 premiers mois, mais tellement lentement. Et pourtant, chaque journée va si vite. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que c'est un ressenti. On fait tellement de choses différentes. Parfois, on peut visiter 2 villes dans une journée. On fait 25 rencontres. Le temps passe vite, mais en même temps, ça fait 6 mois qu'on est en voyage et on a l'impression que ça fait déjà 1 an et demi qu'on est parti. Après, ce mode de vie, ça nous offre une liberté absolue. Voilà, on peut aller où on veut, quand on veut. Juste un peu d'administratif à faire, mais tu peux aller au bout du monde. Alors c'est vrai qu'on est vachement bloqué par le Covid quand même. Mais peu importe, on sait nos options. Et nous voilà en Iran, c'est quelque chose dont on rêvait depuis des années et franchement on était fous quand on est arrivé ici. Il y a aussi le fait qu'on passe nos journées à ranger. Je crois que plus tu habites dans un petit espace et plus tu passes de temps à ranger. Ouais. Le petit inconvénient aussi de partir en véhicule, c'est que tu vas devoir faire face à des problèmes mécaniques, électriques. Mais quoi qu'il en soit, sache qu'il y a toujours une solution. À chaque fois sur le moment, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Et on se rend compte que tout s'arrange assez vite. Et puis ça nous apprend à devenir débrouillards. On est parti en voyage sans aucune notion de bricolage, d'électricité, de mécanique et tout. Et ben on y arrive, on demande de l'aide, on finit par apprendre aussi, on essaye nous-mêmes. On commence à connaître notre véhicule aussi un petit peu. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le message qu'on veut faire passer, c'est surtout de te dire si tu sais pas bricoler, ben c'est pas grave, regarde-nous, ça fait 6 mois qu'on est parti, on est en Iran, on a fait 20 000 bornes et on s'en sort très bien et on n'est pas les seuls voyageurs à pas savoir bricoler, c'est pas grave. On paye plus cher que les autres, c'est certain, mais on trouve des solutions. Après, attention, il y a des gens qui sont véreux. Et ça nous est arrivé plusieurs fois de rentrer dans un garage, de voir les gens dire Faransavi, ça veut dire français, avec des rires. On entend le mot poule, argent. Et dans ce cas-là, c'est simple, on s'en va. Il faut vraiment aussi faire ça au feeling. Et après, il ne faut pas hésiter à demander aux locaux. Tu verras, en Iran, tu feras forcément des rencontres si tu y voyages. Il y a des gens qui vont t'aider, qui vont tout faire pour que tout se passe bien et ils vont rester avec toi jusqu'au bout des démarches, ils vont négocier le prix pour s'assurer que tu ne te fasses pas arnaquer parce que tu es un touriste. Demande toujours le prix avant. Des fois on le faisait pas et on s'est fait avoir.
C'est important que chaque chose ait sa place dans le véhicule. Et aussi, entre nous, il y a une espèce de petite routine qui s'est installée. Il faut que chacun ait son petit rôle. Quand on n'était pas organisé, on peut prendre facilement 2 heures à se préparer. Ouais. Puis c'est chiant en fait de chercher tous les jours des trucs. Il est où le PQ, voilà, des fois il y a des petits... on s'est un peu chamaillé quoi, parce qu'on cherche toujours les choses. Mais c'est un truc qui va venir au fur et à mesure. Au début, c'est pas simple de prendre ses marques. Nous, ce qu'on peut te conseiller vis-à-vis de ça, et par exemple les papers qu'on t'a présentés dans une autre vidéo, qui sont partis 1 mois pour voir ce que c'était ce mode de vie et comment fallait l'organiser quoi. Après, nous, on a des choses qui nous paraissent aujourd'hui indispensables. C'est un compresseur pour toujours regonfler et dégonfler les pneus, par exemple quand on va dans le désert. Il faut savoir qu'il y a des compresseurs qui existent avec des prises allume-cigare qui coûtent 100 €. Un réservoir secondaire aussi de carburant, c'est génial. Mais quel que soit ton véhicule, ça peut être vraiment très très pratique d'avoir des jerrycans ou voilà, un réservoir fixe. Donc voilà, on est trop contents de ce quotidien en 4x4. En tout cas, ça nous apporte beaucoup de plaisir, de liberté, de nature. La seule chose qu'on n'apprécie pas trop, c'est quand on visite des villes parce que tout de suite quand on est en ville, c'est plus difficile de trouver un endroit où dormir, un endroit où on pourra se doucher, un endroit où on pourra aller aux toilettes. Enfin voilà, tout est plus compliqué quand on est en ville pour nous parce qu'on vit dehors. Donc le voyage, c'est les beaux paysages, mais c'est aussi les rencontres. Et c'est vraiment ce qui rend la chose encore plus magique. Donc il y a 2 sortes de rencontres. Il y a les rencontres entre voyageurs, qui sont géniales. Souvent, on se rencontre sur les spots dodo, ou alors on se rencontre sur les réseaux sociaux, qui nous aident beaucoup quand on a des questions sur les passages de frontières, sur plein de choses dans le pays. On est tout le temps en contact avec des voyageurs, avec qui on s'échange plein de conseils. Donc voilà, et puis parfois on se rencontre. Et ça donne des soirées mémorables, des feux de camp. C'est magique parce qu'on a la même passion. En fait, il n'y a pas ce truc d'âge, il n'y a pas ce truc de classe sociale, d'apparence, parce que tout le monde est habillé simplement. Tout le monde vit sa passion à fond. Depuis qu'on est passé en Turquie, qu'on a fait ce nouvel an à Mavikent, on n'est jamais seul. En voyage, les autres voyageurs deviennent notre famille parce que en cas de pépin, souvent c'est eux qui nous aident. Ça fait du bien de savoir qu'on est soutenu, qu'on est entouré. Et évidemment, il y a les rencontres avec les locaux qui sont aussi géniales. Parfois, ça va juste être un sourire, un bonjour. Et parfois, ça va être des rencontres où on va être invité chez les gens, on va parler pendant des heures autour d'un repas, on va échanger autour des cultures. C'est très très enrichissant. Nous, on utilise beaucoup Google Traduction quand les personnes ne parlent pas anglais et ça marche très très bien. On te conseille vraiment aussi de télécharger les langues en avance pour pouvoir utiliser l'application en mode hors ligne. Parce que quand tu te retrouves à un passage de frontière notamment, que tu n'as plus de connexion internet, et que tu te perds dans la frontière. Comme certains. C'est bien de pouvoir traduire, même quand tu n'as pas de réseau. Après, si tu veux te donner toutes les chances de faire des rencontres, nous, à chaque pays, à part la Géorgie, il faut être honnête, parce que la langue était compliquée, on apprend les mots de base, bonjour, merci, comment ça va, je m'appelle, etc. Dès que j'arrive devant un Iranien et que je lui dis bonjour, je m'appelle Jerry, j'ai 27 ans, ils sont trop contents, et que je leur demande comment ça va. En fait, ça montre tout simplement que tu t'intéresses à leur culture et ça leur fait trop plaisir. Et puis, il faut savoir que les rencontres, il y en a certaines qui vont venir d'elles-mêmes. Et il y en a d'autres, il va falloir un petit peu forcer la rencontre en allant vers les gens. C'était ce qui s'était passé avec les frères Philippe dans la randonnée de la vallée de Trousseau. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on a rencontré ce prêtre au milieu de cette vallée complètement... c'était un désert neigeux. Et en fait, moi j'aurais pas osé, ils l'ont salué comme ça, et après ils ont dit on va le voir. Et en fait on allait vers lui, eux ils parlaient un peu de géorgien, et puis finalement il nous a trouvé sympathique, il nous a invités chez lui, et on a partagé un moment exceptionnel. Donc c'est pas forcé, mais c'est plus aller vers l'autre. Et aussi on fait des très bonnes rencontres quand il y a des grosses galères. Donc les galères, ça fait peur, mais rassure-toi, il y a toujours une solution. On a tendance à l'oublier nous-mêmes quand une galère nous tombe dessus. Ça va s'arranger, vraiment t'inquiète pas. Il faut demander de l'aide aux locaux, vraiment, ils seront même
la plupart du temps ravis de pouvoir t'aider. Et puis à force, on apprend à dédramatiser aussi. Au début, une des premières galères qu'on a eues, c'était notre tuyau de douchette qui s'était cassé. On s'est dit, ah là là, on va plus pouvoir prendre de douche. C'est la fin du voyage. On va se laver aux gants, dans la neige, n'importe quoi. Et c'est vrai que maintenant on s'habitue. Et ça devient nos plus beaux souvenirs. On fait des magnifiques rencontres. Au début, on est un peu stressé, on a peur de se faire arnaquer. Et puis quand on sent qu'on peut faire confiance, ça devient un bon moment, on partage. En tout cas, ce qui est important, ce qu'on peut te conseiller, c'est d'avoir quand même une petite trousse à outils avec des trucs de base qui peuvent parfois t'aider à t'en sortir. Même si t'es pas bricoleur, juste le temps de trouver un professionnel qui pourra vraiment réparer. Parfois juste une petite réparation d'appoint, voilà. C'est important d'avoir un petit peu de matériel. Alors notre état d'esprit après 6 mois de voyage, il a bien évolué parce qu'on a toujours été des citadins et maintenant on est fous amoureux des grands espaces, de la nature. On continue à visiter les villes parce que on est en Iran et c'est vraiment complètement différent de ce qu'on a connu, mais on préfère aller dans le désert ou sur un lac salé. On observe de plus en plus notre environnement et après 6 mois on peut te dire qu'on est complètement fous amoureux de ce mode de vie. Ça nous enrichit sur le plan humain. C'est la chose que tu achètes qui te rendra le plus riche dans ta vie. C'est le voyage, les rencontres que ça t'apporte et tout ce que tu apprends au niveau historique et culturel. Après, faut l'avouer, en hiver, il y a eu des pétages de plomb. Surtout de ma part, franchement, j'ai eu beaucoup de mal à la fin de l'hiver parce que ça s'éternisait. Et puis on s'était pas imaginé qu'on aurait des températures si froides. Mais voilà, ça fait partie du voyage, c'est comme ça. On est quand même très heureux d'avoir vécu cet hiver et ses difficultés. Et on est encore plus content de retrouver le soleil parce et qu'après la un chaleur. nuage, il y a toujours le soleil. Voilà. Et ensuite, le voyage, évidemment, ça nous ouvre l'esprit. Alors déjà, je pense que pour voyager dans des pays comme l'Iran, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Tu as un choc culturel, tu vois des choses que tu n'as jamais vues. Toi, tu as des comportements qui ne sont pas forcément appropriés, tu t'en rends vite compte. Il y a des comportements que tu vas trouver inappropriés dans certains pays, mais il ne faut pas résister en fait. Il faut ouvrir les yeux et se dire, bon d'accord, dans ce pays-là, ça se passe comme ça. Et donc, je dois aussi m'adapter et faire comme ces personnes-là. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça ouvre l'esprit. Ça nous apprend à être de plus en plus tolérants, et plus sur une notion de partage avec les gens qu'on rencontre. Aussi à travers le regard des personnes qu'on rencontre dans les différents pays, on se rend compte de notre privilège en tant que Français. On se rend compte qu'on a vraiment eu de la chance de naître de ce côté de la frontière en fait. Si on devait rentrer maintenant, après 6 mois, je peux dire que le voyage nous a complètement transformés. Je pense qu'il y a des choses dont on se plaignait en France et je pense qu'on va arrêter en fait. Ouais. Parce qu'ici, encore une fois, il y a plein de gens qui rêveraient ne serait-ce que d'aller dans un pays voisin, mais ils ont pas les moyens, ils travaillent tous les jours de la semaine, 12 heures par jour. Et ils rêvent d'aller par exemple à Paris, mais ils savent qu'il faut travailler 2 ans pour faire un week-end, quoi. Et c'est vrai qu'on se rend compte de la chance qu'on a de pouvoir réaliser ce voyage. Et on est plein de gratitude pour la vie qu'on a eue avant. On est plein d'humilité face à toutes ces personnes qui ont une vie moins facile. Le seul petit bémol, on dira, par rapport à l'itinéraire, c'est que c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. On voulait aller en Indonésie, mais aujourd'hui, on va être honnête avec toi, c'est impossible. Mais c'est vrai que là, on est en Iran et tous les pays limitrophes, c'est assez compliqué. Donc il faut toujours suivre les infos constamment sur Covid, qui a fermé ses frontières. Tu verras, si tu fais un grand voyage, tu seras tributaire, pour nous c'est le Covid, mais aussi des conflits géopolitiques. Mais ça n'enlève en rien la beauté de ce qu'on vit aujourd'hui, on en a vraiment conscience. Et on remercie chaque jour, chaque instant la vie de nous avoir permis d'arriver jusque-là. Bon, et puis on utilise beaucoup d'applications au quotidien pour nous aider. La météo, les spots dodo, trouver de l'eau. Le budget. Il y a plein d'applications qui sont très bien faites. On en avait déjà parlé dans notre première vidéo bilan 1 mois. On va pas réexpliquer chaque application. On te met le lien juste ici. On va te faire une petite liste également en barre d'infos de toutes nos applications préférées. Mais bien évidemment, tu peux t'en passer. Libre à chacun. On va finir ce bilan des 6 mois par une petite conclusion qu'on a appelée aussi conseil aux voyageurs. Les premières choses qu'on pourrait dire, c'est de prendre vraiment le strict nécessaire. Donc c'est bien de faire un test avant, de partir quelques semaines pour voir ce dont tu as réellement besoin, de prendre que le strict minimum. Parce qu'en plus dans le voyage, tu vas être amené peut-être à acheter des vêtements, des objets. Et c'est dommage d'avoir plus aucun espace, alors qu'il y a forcément des choses que tu vas avoir envie d'acheter et d'apporter avec toi comme des souvenirs. Et ne pas s'inquiéter. Moi j'avais cette crainte avant de partir que si on oubliait les choses avant le grand départ, ce serait compliqué de trouver ailleurs. En fait, mis à part le matériel électronique, qui est pas compliqué mais qui est plus cher,
ailleurs. Tu trouves de tout. Et ensuite, vraiment, si tu fais un grand voyage, check vraiment le véhicule que tu vas acheter. Nous, on l'a fait voir chez un ami mécano en profondeur. On a fait tous les petits travaux qui étaient nécessaires avant de partir. On a regardé toutes les marques. Donc, nous, on peut te conseiller Toyota parce que c'est une marque qui est très fiable. Il y a d'autres véhicules qui sont très fiables. Il faut juste checker les forums, bien se renseigner. Parfois, il y a des personnes qui partent avec des véhicules et qui sont obligées, malheureusement, de rentrer sans. On dépanne tout le temps. Il faut que tu partes avec un véhicule de confiance. Nous, on était aussi partis avec, par exemple, des plaquettes neuves, des filtres. Double filtre de chaque. Quelques petites choses, voilà, pour les premières révisions. Parce que sinon, ça peut prendre 2 semaines où tu peux payer 3 fois le prix. Et durant le voyage, chouchoute ton véhicule parce que c'est ta maison et c'est trop important en fait. Même si ça a un certain budget, faut pas hésiter à aller dans les garages, faire des révisions assez souvent. Si t'as une petite panne, un truc qui commence à apparaître sur ton véhicule, répare-le. N'attends pas. Tout de suite parce que ça peut créer d'autres pannes et tu vas te retrouver avec 5 pannes à régler d'un coup. Ça nous fait mal à chaque fois, mais dès la moindre panne, on s'arrête et on fait les travaux. Après, si tu as un bruit bizarre sur ta voiture, fais pas non plus l'erreur de te dire je vais réparer dans ce garage, et puis si tu dois attendre quelques jours, ne pars pas trop loin, reste aux alentours. Nous, ça nous est arrivé, on a fait beaucoup de bornes. Et on s'est retrouvé avec une dépanneuse sur 7 heures de route. C'était la catastrophe. Donc voilà, si t'as un bruit bizarre, reste où t'es bouge pas trop loin avant d'aller au garage. Et puis voilà, ouvre-toi l'esprit, accepte les différences, accepte l'autre. Détache-toi du matériel, de l'apparence. De ce que les médias t'ont appris. Parce que nous, si on se basait sur les médias, sur l'Iran, la seule info qui a fuité aujourd'hui en France en 2022, c'est cet homme qui a tranché la tête de sa fille. Mais c'est pas ça l'Iran. L'Iran, c'est des gens comme toi et moi qui vont dans les parcs. Là, on est dans un parc, il y a des gens qui sont posés, ils fument la chicha, ils se baladent, ils voyagent, ils font du tourisme dans leur pays. Ils ne demandent qu'une chose, c'est que les gens viennent leur rendre visite et ils sont trop heureux de nous voir ici, de savoir que toi tu t'es intéressé à leur pays parce que tu es allé plus loin. Parce qu'on t'a mis dans la tête. Si tu es vraiment curieux et que tu veux aller à l'étranger, fonce. Les gens vont dans le monde entier et ils nous racontent tellement des belles histoires et des belles anecdotes. Voilà, le voyage c'est vraiment ouverture d'esprit et se renseigner. La meilleure base pour l'instant c'est sur Facebook, les groupes Facebook, on discute en chat avec beaucoup de personnes et on apprend qu'en fait tout est possible. En voyage tu seras souvent amené du coup à rencontrer des gens, il y a aussi parfois des gens qui vont t'offrir de la nourriture, de l'eau, des choses, de l'aide et c'est bien d'avoir toujours quelque chose dans ton véhicule à offrir, même si tu rencontres des gens et que tu décides de faire un apéro improvisé le soir. Nous ça nous est arrivé une fois de rien avoir et du coup tu te sens un peu gêné. Donc c'est bien d'avoir toujours une petite réserve. De petits gâteaux apéritifs, de choses à offrir. Des amuse-bouches. Ou à partager. Bon voilà, on espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Et c'est difficile en fait de tout condenser, on aurait encore tellement de choses à dire, plein de conseils. Il y a forcément des sujets qu'on a oubliés, mais on a tout dans notre tête. Franchement, on pourrait faire une vidéo de 3 heures parce qu'on vit tellement de choses, il y a tellement de choses auxquelles on ne s'attendait pas que voilà, on ne peut pas tout dire. Voilà. Et on espère que cette vidéo t'aura aidé. Là, on te souhaite des bons préparatifs si tu es en préparatif, si tu es en train de voyager, on t'embrasse très fort et on espère que tout se passe bien pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires, ça nous fait toujours trop plaisir de lire tes commentaires et de t'aider si tu as besoin. Et puis voilà, nous on te dit à bientôt.